Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un point sur Taïwan, déjà principalement, parce que je pense que c'est important et vous allez voir que ça va être hyper intéressant au sens où on va comprendre un petit peu les enjeux qu'on nous dit pas forcément dans la presse. Et puis, on va faire un point sur Ethereum et les earnings de MicroStrategy et avec, comme d'habitude, bien entendu, l'analyse fondamentale, technique et sentiments sur Bitcoin et Ethereum. Ici, on est sur le prix du Bitcoin. J'en profite pour dire à ceux qui veulent s'abonner de le faire, si le contenu vous plaît, activez la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description et surtout pas hésiter à mettre un like et un commentaire. Ça c'est fait. Ensuite, donc on est sur le prix du Bitcoin. Vous savez que nous, sur la chaîne, pour le moment, on est dans ce scénario de ABC et de retour éventuel en bas du flag, voire en dessous. Pourquoi on est dans ce scénario-là? Tout simplement parce que pour l'instant, tout ce qu'on a dit plus ou moins tenait vraiment bien. Donc pourquoi lâcher un scénario qui tient super bien? Ici, l'idée sur ce rebond, c'est que je vais vous enlever d'abord ce point-là, c'est que théoriquement, on devrait taper les 61,8. Pourquoi taper les 61,8 de retracement? C'est-à-dire que pour poser ce Fibonacci, vous allez prendre ici le Fibonacci de prolongation de la tendance. Vous allez vous mettre en bas du mouvement, en haut, et ensuite retracer ici quelque chose qui vous emmène au 618 de retracement par rapport à cette baisse. Donc ça veut dire que ici, on viendrait chercher les 61,8. Alors, excusez-moi, du coup, je vous complique la tâche. Vous pouvez aussi tout simplement tracer un Fibonacci normal ici sur cette montée-là et se dire qu'on va remonter jusqu'au 618 de ce mouvement-là. Là, il est mal placé, mais si je le place bien, vous allez voir que c'est exactement l'endroit où j'ai placé la B. Maintenant, on a une jolie concordance là, au sens où nous, ce qu'on voit, c'est une zigzag, tout simplement, sur Bitcoin. Ça commence à prendre une tête de flat, donc probablement une flat étendue. Et qu'est-ce que ça nous donnerait une flat étendue là-dessus? Ça nous donnerait tout simplement, théoriquement, une prolongation de 0,618. Si je vous le trace ici, vous voyez que j'ai pris un Fibonacci de prolongation de la tendance. Je vais en bas du mouvement, en haut et en bas. Et ici, les 1,618 concordent plus ou moins bien, vraiment, avec... Alors, on va vérifier que tout est bien placé, je pense que c'est le cas, ouais c'est bien. Donc du coup, concorde plus ou moins avec, on a cette espèce de box rouge là, où on a deux concordances avec ici, voilà, cette box rouge où globalement ça nous promettrait un rebond entre les 23 800 et les 24. Est-ce que ça correspond à une résistance? Moi je vois une résistance potentiellement là ici, là où on a fait ce gros plat là, plutôt en dessous, pardon. Donc ça voudrait dire que potentiellement on se retournerait peut-être un petit peu avant vers les 23,7. Ici, dans ce que je vous explique, il faut comprendre que c'est le scénario, c'est pas le scénario dont je dis qu'il va se passer, c'est-à-dire c'est pas le scénario ultime. Je ne vous dis pas qu'il va se passer ça. Je vous dis que la réaction la plus probable du marché en termes de vague d'Elliott pourrait être celle-ci. Ensuite, on attendra un retracement ici, donc du coup, pour une ABC qu'on voit ici en zigzag. On attendra quelque chose qui nous donne soit les 100%, soit les 161,8, donc les deux objectifs que vous voyez ici, c'est-à-dire une C qui s'arrête, soit effectivement dans le flag, la correction là ici qu'on est en train de faire, et là vous voyez que ça concorde à peu près parfaitement aussi, on va même légèrement la décaler pour être un peu plus précis dans le temps, si jamais vraiment on cherchait une temporalité, on pourrait essayer ici de se dire que le point pivot pour venir chercher les 100% serait autour du 10 août. À l'inverse, puisque le but étant de placer les vagues et puis de vraiment bien vérifier si on est là, en fonction de ce que vous voyez sur la vague, vous pouvez vous dire, tiens, oui, effectivement, on est dans le bon scénario. Et si jamais on veut chercher les 1,618, ça voudrait dire refaire un bisou potentiellement à cette droite-là, ici, qui est celle du biseau qu'on n'a pas retesté. Je vous rappelle, quand on a cassé, on l'a vite fait retester là, mais pour moi, ça, c'est pas un vrai retest. Donc, du coup, serait de venir chercher, là, ici, pile, les 0,50 sur la totalité du mouvement. Vous comprenez qu'on a une concordance d'objectifs ici. C'est un peu technique au niveau des fibos, mais voilà, on cherche des concordances, globalement, des choses qui sont plus à même d'arriver. La totalité du mouvement ici, vous voyez qu'on est au 0,5 sur le point dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et également, donc on rebondirait pile au 0,5 et là au 1,618. Ça nous donnerait ici les 20 800. Donc vous comprenez qu'on a un delta ici entre les 21 800 et les 20 800 de 1000 $. Pour moi, on a quand même pas mal de liquidation ici en dessous. Donc je pense que revenir tester, je pense, c'est
un avis, on verra ce qui se passe ici sur la descente, ou même est-ce que vraiment là on se retourne et on repart en bas. Mais pour moi, il est quand même assez probable qu'on casse ce flag et qu'on vienne chercher légèrement en dessous, voire éventuellement faire un mouvement beaucoup plus violent. Mais c'est pas forcément ce qui va se passer. Vous le savez que sur la chaîne, on est très boule, au sens où on pense ici, enfin je pense, je sais pas pourquoi je dis on, c'est peut-être un peu ma schizophrénie qui parle, mais qu'on ira forcément ici autour des 33 000 avant de éventuellement, si on doit revenir tester ce plus bas ici, avant de faire ceci. Donc, pour moi, là, vraiment, je suis plutôt en faveur, et on l'a expliqué sur l'inflation, on l'a expliqué sur des tas de choses sur la chaîne, plutôt en faveur d'un rebond. Maintenant, on a un contexte qui est complexe et compliqué. Et ce contexte, il tient à Taïwan. Taïwan, en fait, qu'est-ce qui se passe? Nancy Pelosi, c'est la directrice de la Chambre des représentants, ou oui, c'est ça, la présidente de la Chambre des représentants. Globalement, en fait, c'est plus ou moins... alors hier, j'ai fait une erreur, j'ai dit qu'elle était... première chargée, speaker, ou je sais plus. En fait, on va dire que c'est plus ou moins la personnalité numéro 3 aux États-Unis, puisqu'elle dirige plus ou moins le Sénat. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici aussi, c'est qu'elle se baladait en Asie, et puis tout d'un coup, elle a décidé d'aller à Taïwan. Et concrètement, pourquoi elle a décidé d'aller à Taïwan? C'est ce qu'on va voir ici dans cette vidéo, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. On va juste remettre un petit peu les choses dans leur contexte. C'est que les États-Unis n'ont jamais réellement reconnu Taïwan comme étant un pays. Globalement, quand Mao a fait la révolution en Chine, le gouvernement, on va dire, qui était celui d'avant, s'est réfugié à Taïwan, et ça a créé sur cette île de Taïwan une sorte d'État dans l'État. Mais globalement, cet État n'a jamais plus ou moins été reconnu. Hein. Il s'est trouvé que dans les deals, si vous voulez, en fait, Taïwan n'était pas reconnu par la majorité des États comme étant vraiment un pays à part entière. Donc d'une part, on a Pékin qui vraiment considère que ça fait partie de son territoire, c'est simplement ici un gouvernement dissident et que ça fait partie de son territoire. On a les États-Unis qui n'ont jamais reconnu Taïwan et qui ont signé des traités comme quoi ils n'allaient pas envoyer des diplomates dans un pays qu'ils n'ont pas reconnu et qui pourtant là les envoient, et on va essayer d'expliquer pourquoi. Vous comprenez ici que Pelosi à Taïwan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, y a une forme de reconnaissance de la part des États-Unis du peuple taïwanais. Et c'est plus ou moins ce qu'on voit dans les news, c'est-à-dire qu'on voit une espèce d'escalade de la méconnaissance américaine des relations internationales, un petit peu, et puis un petit peu comme ce qui s'est passé également par rapport au conflit Russie-Ukraine, une espèce d'incompréhension du contexte. C'est-à-dire on croit qu'il y a un peuple opprimé, ou en tout cas on surfe là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est où est l'argent? Et ça m'amène à cet argumentaire qui est de dire qu'est-ce que produit Taïwan finalement. Donc voilà. Et en gros, on se rend compte que Taïwan est quand même ici le géant des semi-conducteurs. Et les semi-conducteurs, je vais vraiment rentrer dans le détail ici et vous expliquer un petit peu tout ce que j'en pense et tout ce que ça donne en ayant un petit peu étudié le sujet. Globalement, vous avez deux sortes de sociétés qui font des semi-conducteurs. Vous avez Intel, Samsung et Micron qui facturent eux-mêmes leurs semi-conducteurs avec des précisions plus ou moins viables, mais on va rentrer dans le sujet après là-dessus. Qualcomm, Nvidia, Apple et AMD, eux, sous-traitent à des fondeurs la production de leurs semi-conducteurs. Globalement, c'est les puces, hein, si vous préférez, pour vraiment faire simple, c'est globalement tout ce qui est puce. Ces sous-traitants, donc ce sont des fondeurs qui ont une technologie très chère et également de la recherche et développement très importante pour aller faire des semi-conducteurs de plus en plus à la pointe. Le plus gros de ces sous-traitants, donc de ces fondeurs, s'appelle TSMC. Et pour vous montrer une idée un petit peu, TSMC en termes de market cap, si je regarde ici toutes les market cap, on va dire mondiales, eh bien globalement TSMC est 14e. Hier il était 13e, juste devant Bitcoin. Vous voyez qu'il est valorisé à 450, et à peu près exactement comme Bitcoin d'ailleurs, il a la même valo que Bitcoin. Donc il faut comprendre, c'est quelque chose d'assez costaud. Maintenant, la crise mondiale des semi-conducteurs, elle est arrivée pourquoi? Pourquoi il y a eu un contexte de crise? Tout simplement, en fait, pendant le Covid, on a eu très peu de demandes pour les semi-conducteurs, et c'est normal, on va dire que c'était un contexte de crise.
entreprises. À partir de là, on a eu aussi un contexte de tension, de supply chain, et ça je vais vous l'expliquer au travers de sanctions, de choses comme ça, qui font que certains qui voulaient produire des semi-conducteurs n'ont pas pu les produire, notamment la Chine. C'est ce que je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Et après, ensuite, on a donc une pandémie, donc une énorme baisse de la demande, et puis ensuite on a une reprise économique, mais qui est très forte, parce que dopée par le crédit, et qui montre une pénurie énorme. Les répercussions, pour nous, les plus évidentes, c'est tout simplement les répercussions sur l'automobile, où aujourd'hui, en raison de cette pénurie de semi-conducteurs, si jamais vous commandez une voiture, vous allez avoir cette voiture dans 18 ou 24 mois. Je ne sais pas exactement les chiffres aujourd'hui. Et on estime désormais que 40% de la valeur d'un véhicule est électronique, désormais, puisque avec tous les capteurs d'aide à la décision, toutes ces choses-là, eh bien, désormais, 40% de la valeur d'un véhicule est électronique. Au premier trimestre 2021, on a vendu 700 000 véhicules neufs et il y avait une demande de 1,5 million de véhicules. Donc ça représente sur un trimestre un manque à gagner, déjà rien que sur le secteur de l'automobile, sur un trimestre, 61 milliards. Les chiffres paraissent pas énormes comme ça, mais vous allez comprendre un petit peu plus aussi les enjeux stratégiques. Les semi-conducteurs à Taïwan. Taïwan représente un quart du business mondial des semi-conducteurs, tout simplement. C'est pour 21 millions d'habitants. Ça représente 15% du PIB de Taïwan, donc vous comprenez que sur place, c'est un business très important. Maintenant, on va parler de TSMC. TSMC, il faut comprendre sur le marché, il y a une importance des semi-conducteurs de pointe, c'est-à-dire en dessous de 10 nanomètres globalement. Il y a seulement 3 entreprises qui peuvent graver ces semi-conducteurs, et dans ces 3 entreprises, TSMC est le seul à pouvoir produire de manière de série, si vous voulez, du 5 et du 3 nanomètres. Intel, on estime qu'ils sont autour de 7, mais ils le font très mal. Pour l'instant, ils ne vendent que du 10. Et Samsung est capable de produire du 7 nanomètres. TSMC, pour qui ils produisent? Ils produisent pour Apple, notamment les processeurs M1, les processeurs également pour tout ce qui est iPhone. Ils produisent pour Qualcomm, que vous retrouvez dans la plupart des Android, etc. Et vous retrouvez des composants Qualcomm un petit peu partout. Ils produisent pour Nvidia, AMD, et puis tout ce que vous retrouvez dans vos PS5, vos Xbox, les machines robots, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Il faut comprendre aussi que TSMC, donc, produit pour une autre société qui s'appelle Z-Links et qui elle-même produit tous les semi-conducteurs qui équipent les avions de combat F-35 américains. Donc, importance stratégique au niveau du marché déjà, être les premiers tout simplement à conquérir un marché, et ça c'est important, et on comprend que Intel ici est à la bourre, et que donc du coup les Américains se tournent vers Taïwan pour produire pas mal de choses au niveau de leurs semi-conducteurs, et c'est ce qu'on appelle de la part des Américains une ambiguïté stratégique. Ambiguïté stratégique, pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas plus ou moins Taïwan comme étant réellement un pays, mais ils ne le reconnaissent pas comme étant dans les limites de la Chine, donc c'est une ambiguïté. Ça leur permet également d'avoir des bases sur place, donc du coup, tout simplement aussi une importance géopolitique, géographique, stratégique importante, et surtout sur ce domaine des semi-conducteurs, et c'est là que vous devez vous dire, où est-ce qu'il n'y a pas de démocratie ou quoi que ce soit, les Américains s'en foutent royalement de où est-ce qu'on est en démocratie ou où est-ce qu'on ne l'est pas, d'aider les peuples libres. Ça, c'est la narration qu'on nous emmène pour juste créer des tensions, mais globalement, la vraie question, elle est sur les semi-conducteurs. Maintenant, sur les 5 nanomètres, vous comprendrez que TSMC a plus de 70% de la production mondiale des 5 nanomètres et 90% des 3 nanomètres, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment les seuls à pouvoir les produire dans le monde, hormis 2 ou 3 sous-traitants qui sont plus ou moins des sous-traitants de pointe. En 2021, l'investissement sur TSMC a été multiplié par 3. Notamment le gouvernement taïwanais a fait pression, puisque au bout d'un moment, le monde regarde, dit, nous, imaginez Renault, Peugeot, qui n'arrivent pas à vendre des véhicules, tout le monde, tous les pays se tournent un petit peu vers Taïwan, c'est quand même des industries, l'automobile et ce genre de choses qui sont très importantes pour les pays. Donc du coup, vous avez ici une énorme pression du gouvernement taïwanais et des aides, etc., sur TSMC pour tout simplement produire plus. Donc là, ils tournent à full, ils sont à fond. Et donc du coup, vous voyez ici que leurs revenus sont censés augmenter de plus 10-15% par an jusqu'en 2030. Ça, ce sont des projections. Voilà, c'est pas sûr. Allez pas lâcher allez pas vendre votre maison pour acheter du TSMC parce que voilà, on voit que ici, par exemple, pendant la pénurie, il y a eu une énorme spéculation sur les semi-conducteurs, bien entendu. Tout le monde savait qu'il allait y avoir une pénurie, tout le monde le sentait, donc du coup, énormément d'investissements dessus. Et puis là, la bulle a un petit peu éclaté, avec une market cap en 2021 de 600 milliards, et désormais, on est autour de 420-450 milliards pour TSMC.
Maintenant, il faut comprendre aussi que, du coup, dans ce contexte un petit peu stratégique des semi-conducteurs, le savoir-faire de Taïwan est en train de s'exporter. Notamment TSMC, pardon, TSMC qui investit 12 milliards pour monter une usine en Arizona, avec en plus de l'incentive de la part des USA, donc des subventions, pour les aider à venir sur place, bien entendu. Hein. Tout le monde drague un petit peu TSMC ici, puisque vous comprenez qu'ils ont un savoir technologique, le 3 nanomètres, qui n'est présent nulle part ailleurs dans le monde. En 2021, Samsung fait la même chose au Texas, donc ça, c'est Samsung sont capables de produire du 7 sans problème, et là, ils sont en train d'aller vers le 5. Et en France et en Allemagne, c'est Intel, qui eux sont capables de faire du 10 nanomètres, mais probablement bientôt du 7 nanomètres avec une qualité suffisante, qui devrait s'installer à la fois en Allemagne et en France. Ils sont en train de parler, je crois, de diviser peut-être les... J'ai pas vraiment suivi ce sujet-là en particulier, mais en gros, je sais que il y a 8 milliards de subventions de la part de l'Europe qui ont été votées pour draguer Intel et les emmener. Donc l'américain Intel qui vient en Europe, le coréen Samsung qui va au Texas et le taïwanais TSMC qui va en Arizona, probablement en grande partie pour produire pour Tesla. Maintenant, les semi-conducteurs en Chine, puisque c'est ça l'idée, comprenez que où en est la Chine par rapport aux semi-conducteurs, et là on va rentrer dans le domaine des sanctions et ce genre de choses qui est extrêmement important à comprendre sur pourquoi Nancy Pelosi est actuellement à Taïwan et pourquoi les États-Unis commencent à prendre la défense de Taïwan. Globalement, SMIC, donc on va l'appeler SMIC, hein, parce que c'est trop drôle de dire SMIC. Donc du coup, SMIC est le conducteur le plus avancé actuellement en Chine, avec Huawei qui a ouvert une usine de recherche. Avant, Huawei faisait produire ses semi-conducteurs par TSMC, mais désormais, bien entendu, ils ont arrêté puisque il y a eu une vague de sanctions que je vais vous expliquer après. Globalement, Huawei a ouvert une usine de recherche où il y a 10 000 personnes, comprenez que ça correspond ici à des méga factories déjà en France, qui travaillent uniquement sur la R&D. Donc il y a une usine où ils sont peut-être je sais pas, 60, 70 000 à produire des semi-conducteurs pour Huawei, et là-dessus, il y a 10 000 personnes qui sont uniquement en train de bosser que sur de la R&D pour faire du semi-conducteur de pointe. SMIC, c'est le 5e, donc là on part de Huawei pour parler de SMIC, c'est le 5e producteur mondial, et il faut comprendre ici que quand je vous dis que la Chine se tourne désormais vers son marché intérieur, 64% de ses ventes se font en Chine. Pourquoi ? Tout simplement à cause des sanctions. Et encore une fois, on va y revenir après, et je vais vous expliquer ici pourquoi les sanctions sont importantes. Pour produire pendant longtemps, SMIC était autour des 15-20 nanomètres, voilà, donc ce qui est suffisant pour faire une télé, hein, ce genre de choses, mais pas un téléphone portable, pas des choses un petit peu plus pointues. Pour produire sous les 7 nanomètres, il faut un procédé qui s'appelle la photolithographie et qui est appelé par un procédé qui s'appelle l'extrême ultraviolet. Donc ce sont des machines très spécifiques. Pour avoir ces machines, il n'y a qu'un fournisseur qui est capable de fournir ces machines, donc pour faire de l'EUV, donc de l'extrême ultraviolet, et il faut se fournir chez ASML, qui est une société hollandaise. ASML est une société hollandaise, mais pourtant, les produits de ASML, donc les machines, outils qui permettent de faire de l'EUV, n'ont pas le droit d'être importés en Chine. Et là, vous comprenez l'importance stratégique d'un transfert de technologie suite aux sanctions qu'a mis en place Donald Trump à l'époque. Vous vous rappelez, c'était l'affaire Huawei qui ne pouvait plus, par exemple, avoir Google Android, enfin tout l'iOS Google sur leur téléphone, etc. Voilà, toutes ces choses-là. Eh bien, dans le même lot, il y a eu un lot de sanctions sur les semi-conducteurs. Sur les semi-conducteurs, pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, ça n'est pas ici une ingérence des États-Unis dans le droit hollandais, puisque théoriquement, c'est une société hollandaise, donc c'est pas une ingérence. Tout simplement parce que ASML a une filiale aux US qui s'appelle Cymer et qui fait partie de la production de ces machines EUV. Donc c'est aussi une des raisons de la pénurie actuelle, c'est qu'à l'époque, Trump avait mis tout simplement l'impossibilité d'exporter des machines-outils en Chine, et que donc du coup, en raison de ce refus de transfert de technologie, la Chine a pris du retard, donc elle a pris 2 ou 3 ou 4 à 5 années de retard, et donc du coup, on n'est pas en phase ici pour répondre à cette pénurie de semi-conducteurs au niveau mondial. Même si Taïwan pousse très fort, même si on fournit des usines, vous comprendrez que cette pénurie va probablement plutôt s'arrêter en 2023 que en 2022. Donc, la raison de la pénurie, il faut la comprendre comme étant, parce que la Chine était capable d'investir, elle était capable de monter les usines, etc., comme étant la résultante
des sanctions de Donald Trump. Ok. La Chine, à terme, veut graver à 1 nanomètre. 3 nanomètres, 1 nanomètre, c'est vraiment ici une course contre la montre de la part de la Chine. Et la Russie, qui est sous le même joug exactement hein, de sanctions, ne sait pas faire de semi-conducteurs. Donc c'est un des gros problèmes et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la Russie se rapproche de la Chine et ainsi de suite. Et probablement, il y aura une grosse phase d'investissement pour que la Russie soit également capable de produire des semi-conducteurs au moins à hauteur de 10 nanomètres. Enfin, c'est ce qu'on pense. Maintenant, la Chine veut graver à 1 nanomètre et elle vise 70% d'autosuffisance sur la totalité de ce marché d'ici 2025. Donc ça, c'est dans 4 ans. SMIC peut produire du 7 nanomètres, mais avec un autre procédé qui s'appelle le DUV. Et en gros, c'est donc du coup la limite que vous pouvez faire avec ce procédé-là. Pour faire en dessous, il faut de l'EUV. Et elle peut faire ça depuis 8 jours. La news est sortie il y a 8 jours, d'accord. Et Nancy Pelosi, cette visite à Taïwan devait être... tout le monde dit qu'elle est mal préparée, etc. Mais moi, personnellement, j'en entends parler depuis 6 jours, maximum 8 jours, peut-être 10. Donc on comprend ici que tout ça est un petit peu en train de s'aligner. Hein. Je vous laisse connecter les points entre eux un petit peu et essayer de comprendre en quoi il est important pour les États-Unis de se rapprocher de Taïwan. Maintenant, on va faire le lien avec la crypto. Excusez-moi, c'était un petit peu long, mais du coup, je pense que c'était important ici de parler de tout ça parce que ça a une action sur les marchés. On l'a vu hier et on va probablement le revoir aujourd'hui. Et si jamais, puisque là, la Chine est en train de faire maintenant, pendant que Nancy Pelosi est à Taïwan, des manœuvres aériennes un petit peu, où il rentre très légèrement dans les eaux territoriales et dans l'espace aérien de Taïwan. Donc du coup, vous comprendrez que ça va ajouter une tension, tout ça. Et je mets ici juste le lien avec la crypto, où tout simplement, les mineurs qui sont les VA7, qui sont les prochains mineurs, les prochaines puces pour les ASICs vont être produits par SMIC en Chine. Deuxième chose également, par rapport au minage Ethereum et autres, on a Nvidia et AMD qui sont les principaux fabricants de GPU qui sont eux manufacturés par Taïwan, donc TSMC. Ici un petit point, voilà, globalement pour faire une télé, il vous faut faire du 28 nanomètres à peu près, entre 10 et 28 selon à quel point la télé est vraiment... Et pour faire des portables, vous devez être entre 7 et 10 nanomètres. Et tout ce qui est défense n'est pas très gourmand hein, en termes de... On fait pas ici des choses qui sont extrêmement gourmands en termes de défense, c'est-à-dire pour les avions, ces choses-là, etc. On est globalement autour de 20 nanomètres, voire plus. Notamment pour les chars et tout ça, finalement, on n'a pas besoin de puces extrêmement violentes et surtout extrêmement légères. Mais par contre, on a des besoins de miniaturisation qui sont en croissance exponentielle. Par exemple, pour les lunettes, ce genre de choses. Tout ce qui est également, bien entendu, dans les avions où tout doit être relativement léger. Donc ça, on a une vraie demande aussi au niveau défense stratégique par rapport à du semi-conducteur de pointe avec de la gravure très fine. J'espère que ce point vous a plu. C'était pas tout à fait vraiment basé, axé 100% crypto, mais je pense que c'est important ici de comprendre des choses qu'on nous explique pas forcément aux infos. Donc voilà. On repasse ici sur le Bitcoin et on va du coup faire tout le reste, je pense, très rapidement. Globalement, hier, on va faire les news. Hier, on a on a toutes ces histoires. Pelosi qui dit qu'elle n'abandonnera jamais Taïwan, même si la Chine lui fait peur. Voilà, vous allez avoir ici toute une narration assez rigolote à regarder. Ici, vous voyez que le Sénat serait en train, ici, plus rapidement peut-être que le procès ici de la SEC, de mettre Bitcoin et Ethereum directement dans le radar des commodités. J'ai fait une vidéo sur, j'ai fait une vidéo sur le procès de XRP contre la SEC et son importance, etc. Si jamais le Sénat vote quelque chose avant, ça sortirait... le champ de compétences, ça sortirait Ethereum, donc XRP, hein, par conduction. Après, tout le monde, il faudra comprendre qu'il y aura un certain niveau de décentralisation qui sera demandé pour être dans les commodités, mais que globalement, on peut imaginer que pas mal de cryptos qui sont pas du tout fortement centralisés pourront accéder donc du coup au SFTC, qui est le bureau des commodités, et ne pas dépendre de la SEC, qui est le bureau des sécurités. On fera un point là-dessus un petit peu plus complet, mais beaucoup de news aujourd'hui, beaucoup de news vraiment importantes. Ensuite, on va aller sur Coindesk, des hacks, des choses comme ça, sur des wallets Solana visiblement. Et là, on a la grosse news qui pour moi est la news du jour. On a eu hier les earnings de MicroStrategy, bien sûr 1 milliard de pertes, puisque dans la balance de MicroStrategy, vous le savez, il y a 130 et quelques mille bitcoins, donc du coup, 1 milliard, c'est la perte accusée par MicroStrategy.
Michael Saylor qui quitte le rôle de PDG, globalement, et qui dit, moi, je sors du rôle de PDG, donc je vais donner ce rôle à quelqu'un d'autre, etc. Ça me prend trop de temps. Je veux tout simplement me concentrer sur ma stratégie d'achat de Bitcoin. Donc c'est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. MicroStrategy, à la base, n'a pas juste été créé pour juste acheter du Bitcoin. MicroStrategy, à la base, était un fabricant de logiciels, voilà, un petit peu du software, etc. Et globalement, ils sont rentrés en bourse bien avant d'acheter du Bitcoin, etc. Donc globalement, ici, Michael Saylor qui nous dit, bah moi je quitte le bureau, enfin je laisse mon bureau à quelqu'un d'autre de manière à me focuser. Donc c'est à la fois, est-ce qu'il a été limogé? On sait pas trop. Parce que du coup, moins 1 milliard de pertes, il a gardé ses Bitcoins, il a jamais vendu. Il aura toujours ici les droits de vote suffisants pour faire exactement ce qu'il veut avec sa société. C'est pas ici la question. Vous comprendrez qu'il perd pas le leadership sur MicroStrategy, donc sur cette énorme balance de Bitcoin qu'il a pu avoir. Par contre, si les choses vont un petit peu mal, pourquoi cette démission? Est-ce que, donc du coup, il envoie un signal très fort en disant non, moi c'est pour me concentrer sur les achats de Bitcoin, mais attention à ça quand même, je dis, ça sent quand même un petit peu le limogeage, ou tout simplement le reste du bureau qui lui dit, bah écoute, si tu veux continuer à acheter du Bitcoin, d'accord, mais au moins laisse la société se développer comme elle doit le faire, c'est-à-dire que laisse la société tout simplement se développer. On estime globalement que MicroStrategy a un prix de liquidation entre 3500 et 7000 $. Si jamais le BTC descendait à ce prix-là, ils auraient au moins 44% de leur Bitcoin, donc 70 000 Bitcoin qui seraient potentiellement liquidés, donc donnés à d'autres gens, parce qu'ils ont utilisé des prêts pour garantir tout simplement leurs emprunts pour acheter encore à nouveau du Bitcoin. Donc vous achetez du Bitcoin en le garantissant avec du collatéral Bitcoin. Et globalement, on sait qu'entre 3500 et 7000 $, on a 44%, tout le reste est intouchable, c'est-à-dire que vous avez 66% des bitcoins de Michael Saylor qui sera relativement intouchable. J'avais fait une vidéo là-dessus aussi. Ici, pas mal de choses sur notre ami Nancy Pelosi avec des drapeaux, des choses comme ça, etc. Donc on aura un petit peu cette narration-là pendant un bon moment, je pense, sur bitcoin.com. Notamment, globalement, comprenez que Wall Street Journal et Bitcoin.com, c'est du très pro-américain, et puis le reste est déjà un petit peu plus... Demain, oui c'est demain, non, vendredi on aura des infos sur les NFP, donc les non-farm payrolls, ici vendredi, voilà, et globalement pas vraiment de news ici à venir ce mercredi sur les marchés, donc calendrier économique c'est non, pas vraiment de gros earnings non plus aujourd'hui, donc ça on suivra pas forcément, en tout cas j'en ai pas vu, et puis ici sur MarketWatch, je vois rien d'extrêmement intéressant à aller voir non plus. Ici, peut-être cet article sur l'OPEC+. Est-ce qu'ils vont augmenter leur production de pétrole? Mais bon, voilà. On va aller faire le sentiment et on ira faire un petit tour sur Ethereum. Vidéo qui va être longue, j'en suis désolé, mais gros point, vous l'avez compris, sur les semi-conducteurs. 23 000 $ toujours pour le Max Pain Price. Carnet d'ordre, on va pas le faire. On va sauter ici sur les leviers. Pour le moment, on est sur BTC. Vous voyez que sur BTC, on a travaillé. J'ai enlevé les niveaux là qu'on avait travaillé. Et globalement, on est en haut et en bas là. Dans ce range, on a des choses à prendre en haut, on a des choses à prendre en bas. On le voit très bien, c'est vraiment évident. Gros point ici, on va le mettre d'ailleurs en double, puisque vous voyez l'open interest qui part en flèche. Donc énormément de gens très, peut-être trop optimistes. J'ai du mal ce matin. Oui, non, c'est pas ça. C'est ici, voilà. Tac. On va le mettre en gros ici. Comme ça, on sait que c'est un gros point à prendre ici, à minima, au 22 800. Ensuite, on va voir sur iBlock. iBlock ici où on a 6 milliards à liquider désormais depuis les 5 derniers jours. Il faut comprendre que ici, les positions précédentes ont été effacées, donc on a encore du monde en dessous. Mais ici, depuis les 5 derniers jours, on a pas mal de monde à prendre ici en short. Donc on pourrait ici faire un mouvement un peu plus conséquent de manière à aller liquider du short, bien entendu, jusqu'à, vous le comprenez, 25 500, peut-être légèrement en dessous. On a plus de densité, vous le voyez là, un petit peu dans cette zone. Donc les 25,09. Maintenant, iBlock, encore une fois, ne fait pas état de tout ce qu'il y a en dessous.
Globalement, Kingfisher considère que tout ce qu'il y a en dessous a été tous les longs ont beaucoup fermé leurs longs, en tout cas sur Bitcoin, et qu'on n'aura rien à apprendre avant les 19 800 sur Kingfisher. Et il identifie une très grosse poche ici que vous voyez aux 33 000. Donc peut-être ainsi un flip de sentiment, beaucoup de longueurs qui ont fermé ici sur cette correction, beaucoup de longueurs qui ont fermé leur position. C'est tout à fait possible. En tout cas, pour l'instant, nous, on considère que on a des niveaux à prendre en dessous, et on a bien entendu un stop loss qui est placé ici savamment au-dessus de ces deux résistances qui ont déjà joué ici par le passé. On va faire Ether rapidement. Ether 1655 $. Pourquoi j'ai pas de... Voilà, on va prendre ça, voilà. Alors sur Ether, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que je vais vous enlever ça. Hop, pardon. Sur Ether, c'est un petit peu différent. On va déjà faire le sentiment. On va commencer par le sentiment sur Ether et on va revenir sur le prix et je vais vous expliquer pourquoi. Sur Ether, on liquide du short là. Donc on a liquidé là ici ce niveau, vous le voyez. Et là, globalement, on a probablement liquidé celui-là, là ici sur la dernière hausse. Et là, on est probablement en train d'aller travailler celui-ci. On a créé, ce faisant des longueurs, hein, vous le voyez là, sur cette partie-là, notamment l'open interest qui augmente et le funding qui augmente également. Et sur cette partie-là également, vous voyez le funding qui augmente, en tout cas au moins jusque là. Et donc on aura ici 2 points à prendre au niveau des longueurs. Donc on avait énormément accumulé de longueurs dans cette zone jusqu'au 1450, on en a parlé hier. En faisant cette descente, on avait accumulé du shorter. Donc là, on est sur un rebond technique qui est tout à fait normal pour pouvoir venir liquider au moins une partie de ces longueurs. Maintenant, ce rebond technique là ici sur Ether, il se fait de manière différente que sur Bitcoin. Vous le voyez ici sur cette petite zone là, où en fait sur Bitcoin, on a retesté, je crois, le plus bas. Je vais juste regarder ça. Voilà, sur Bitcoin, on est revenu quasi retester le plus bas. Et sur Ether, en fait, vous voyez qu'on ne fait pas le même genre de correction, c'est-à-dire qu'on s'arrête au milieu. Donc ça, comment ça s'appelle? C'est tout simplement une zigzag dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut estimer que Ether va corriger ici un petit peu plus fort, et on peut estimer que potentiellement, Ether est en train de se placer dans une correction en flat, c'est-à-dire quelque chose qui va nous donner quelque chose comme ça. C'est une possibilité, vraiment. C'est-à-dire que, et ça aiderait Bitcoin, là, vous le comprenez, à arrêter un petit peu son bazar avant, parce que Bitcoin tire Ether vers le haut et inversement, puisque vous avez énormément de liquidations qui se font sur Ether. Vous avez compris ici que si je vous prends les dernières liquidations, la moitié a été faite sur Ethereum. On a 4 fois plus de liquidations sur Ether que sur Bitcoin, et je vous parle de ça depuis désormais maintenant une dizaine de jours. Donc il serait temps pour la plupart du monde des autres analyses, je veux dire, de se réveiller un petit peu. Je veux dire, c'est devant nos yeux, quoi. Donc voilà. Donc globalement, on pourrait imaginer ici que Ether fasse un mouvement de flat, alors que c'est pas ce que je vois sur Bitcoin. Vous voyez cette correction en VC, on pourrait se dire que, ou alors tout simplement également ce qu'on appelle plutôt une flat étendue. Vous avez vu que sur Ether on était sur une zigzag, donc ici ça nous donnerait plutôt quelque chose comme ceci, d'accord? Une flat étendue, on fait une extension. Donc ici, on pourrait venir chercher légèrement au-dessus du plus bas précédent. Et encore une fois, c'est toujours pareil, et c'est ce que je vous explique assez souvent. Si jamais ce trade sur Ether part en FOMO, puisque là on est dans une correction qui pourrait ressembler à quelque chose d'assez bull, si jamais on fait ça, et bien du coup on est tout à fait capable de faire une running flat, c'est-à-dire tout simplement une correction qui fait comme ça et qui repart, donc sans venir retester ce mouvement-là. Donc en gros ça serait running flat, flat normal, regular flat, ou alors flat étendu, mon scénario sur Ether. Maintenant, parce qu'on a accumulé beaucoup plus de shorters que sur Bitcoin, donc ce rebond technique se fait ici avec, pour moi, va se faire avec beaucoup plus de force, et étant donné qu'on a du shorter, ça peut nous donner ce type de phénomène de running flat, c'est-à-dire on vient chercher au-dessus des stops ici, hein, là, tac, c'est ça une running flat, hein, c'est tout simplement on vient liquider les shorters ici. Tous les shorters, on vient les liquider là, et puis ensuite on refait le mouvement inverse pour venir tout simplement liquider tous les longueurs qui étaient rentrées entre temps. Voilà pour mon analyse sur Ether. Si vraiment on devait considérer qu'on ne va pas faire ce genre de flat, mais plutôt quelque chose qui serait de l'ordre de beaucoup plus normal, on peut considérer que 1695, donc Ether a bientôt ici terminé plus ou moins ce point-là en 3 vagues. On va également analyser la sous-vague, hein, celle qui est en A, qui théoriquement doit se faire en 3 aussi. Une zigzag se fait en 5, 3, 5. Et globalement, ça nous donnerait à peu près un 100%. Hein. Là, on a une concordance, vous le voyez, entre le 0,618 que j'ai là, plus le 100%. Et globalement, vous comprendrez que si jamais celle-ci se construit
comment dire, en zigzag, mais qui va à ces 1.618 de retracement, à ce moment-là, on aura exactement ce que je vous dis, c'est-à-dire une flat. Donc la décision d'Ether de faire sa correction comme ça ou comme ça, c'est ce qu'on le verra. Et bien entendu, tout ça ne s'invalide pas. Une flat peut très bien dépasser, mais très légèrement, ces niveaux. Globalement, on peut estimer qu'une flat, autour de 10% au-dessus autour des 110 ici, on peut même aller au 123, ça reste toujours une flat. Donc ici, malheureusement, sur une flat, on n'aura pas de point d'invalidation. Si on redépasse ici ce plus haut-là, ce qui n'est pas le scénario sur Bitcoin, eh ben, on n'aura pas de point d'invalidation qu'on est à nouveau en tendance haussière. D'ailleurs, si on fait ça, beaucoup de gens vont se faire avoir en se disant, bah tiens, je long, ça y est, ça a repris, ça fait un nouveau plus haut, par exemple, ou alors j'attends un retracement où j'achète, du coup, pour mon point d'entrée, et alors qu'en fait, on sera dans une structure qui est tout autre. Donc c'est assez tricky, tout ça. C'est pour ça qu'il faut tout simplement avoir un plan, poser son scénario, avoir un stop loss, et ne se juger que non pas sur un trade mais sur une 50 ou 60 trades. Vous ne pouvez pas dire je suis un bon ou un mauvais trader sur une dizaine de trades, ça n'est pas consistant, et c'est pour ça qu'il faut avoir un risk management. C'est pour ça que sur vos trades il faut tout simplement aller risquer qu'un certain pourcentage de votre capital de trading pour pouvoir vous juger à la fin des 50 trades. Donc du coup pour moi 50 trades c'est vraiment un minimum, et du coup 2% de votre capital de trading sur chaque trade avec un stop loss maîtrisé bien sûr, et donc du coup 2% entre votre point d'entrée et le stop loss, et pour moi une règle absolue, et même si vous voulez faire 1%, après tout dépend de la confiance que vous avez dans votre scénario et votre trade. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tout simplement, j'ai fait un tuto sur le risk management qui est la pierre angulaire de ce channel. Donc du coup, allez le voir si vous ne l'avez pas vu et que le channel vous plaît et que vous avez envie de vous former sur le trading en particulier. Voilà, c'était ce gros point là sur les semi-conducteurs que je voulais faire parce que le contexte, moi, je trouve, l'impose, et que j'ai pas l'impression, enfin j'ai pas la télé, mais j'ai pas l'impression que les news, en tout cas mainstream, en parlent. Peut-être qu'on parle potentiellement de semi-conducteurs, mais ça va être une interview c'est bien de rentrer en profondeur dans les choses et d'essayer de bien comprendre ici ce genre de choses parce que ça peut impacter les marchés, et c'est notre boulot que de savoir ce qui peut impacter les marchés. C'est tout pour moi aujourd'hui. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description de la vidéo, et éventuellement, surtout même, c'est même pas éventuellement, si vous en êtes arrivé là, mettez juste tout simplement un like parce que je pense que du coup vous vous êtes intéressé à la vidéo jusqu'à sa fin, et donc c'est important de rétribuer tout ça. J'ai pour habitude de demander des commentaires à la con dans mes points météo, c'est-à-dire des commentaires à la con sur le futur ou pas de Bitcoin. Sur n'importe quoi. C'est-à-dire mes points sur le futur ou pas de Bitcoin, et mon intention ici sur, les points météo, quoi, voilà. Des commentaires à la con qui n'ont rien à voir avec le Bitcoin, et donc du coup, aujourd'hui, le commentaire à la con du jour sera... est-ce que vous utilisez des ampoules à énergie, à économie d'énergie ou pas chez vous, ou est-ce que vous en êtes encore à la bonne vieille ampoule halogène de base? Donc vraiment un commentaire à la con pour aujourd'hui, mais c'est tout ce que j'ai pu trouver à la fin de cette longue et éprouvante vidéo. On fera peut-être une altcoin aujourd'hui, je sais pas encore, on va regarder un peu ça, et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, à bientôt, ciao.